Denis Spirou-Navier, sommes-nous tous égaux en fonction du lieu où on habite et de l'exposition aux pollutions de l'air? Non, à l'évidence, nous ne sommes pas tous égaux. Selon les endroits où nous résidons, nous avons d'une part les sources d'émissions dans l'air d'un certain nombre de polluants, que ce soit les sources liées au trafic, que ce soit les sources industrielles, ou bien la densité de l'habitat qui entraîne également la consommation d'énergie et donc l'émission de polluants. Selon là où j'habite, ça sera le trafic, ça sera l'industrie, ça sera le bruit de fond urbain. Et ça peut aboutir à des contrastes extrêmement importants. À l'intérieur d'une grande agglomération urbaine, les contrastes peuvent être d'un facteur 2, 3 dans les extrêmes. Prenons le cas de Paris, par exemple, que vous avez cité. Par Paris, exemple, il y a le périphérique, tout le monde connaît, et puis il y a le centre-ville. On est plus exposé au périphérique si on habite au-delà du périphérique ou si on habite au centre-ville de Paris. Si on habite sur le périphérique, évidemment, là on a la totale, c'est-à-dire on a l'émission d'un trafic continu extrêmement dense. Si on habite dans l'hypercentre parisien, sur les grands boulevards, il y a également une émission extrêmement importante de pollution du fait des mêmes sources du trafic. Si on est en zone un tout petit peu plus reculée, également dans le centre parisien, à 300 mètres de celui que je viens de citer, eh bien on aura des niveaux qui peuvent être beaucoup plus bas. Et si on est à proximité d'un petit parc, je ne parle pas du bois de Vincennes ou du bois de Boulogne, à proximité d'un petit parc à l'intérieur de Paris, on a des niveaux de fond beaucoup plus bas. Donc encore une fois, des facteurs par rapport aux périphéries parisiens qui peuvent être d'un facteur 2 à 3 facilement. Donc là, c'est territorial, mais en fonction de son extraction sociale. Si on est riche, si on est pauvre, il y a encore une distinction majeure. Alors là, la situation est assez contrastée d'une ville à l'autre en fonction de la manière dont la ville s'est construite dans l'histoire. Son histoire industrielle, son histoire des petits commerces et artisanats et petites entreprises. Donc ça, c'est un tissu qui est très très dépendant de l'histoire. Paris a eu, dans son 19e siècle, une construction industrielle dans la zone des faubourgs, qui n'était pas Paris précédemment, qui était très riche, avec un tissu industriel qu'on a exporté un peu plus loin. Et les zones ouvrières actuelles, par exemple du 94, en 93, ces départements de la première couronne, c'était des zones d'activité industrielle traditionnelle très polluantes, où on avait logé les ouvriers à proximité. Ces industries ont disparu. Elles sont parties en Chine, en Inde, au Maroc ou en Bulgarie. Restent ces populations. Donc aujourd'hui, la situation fait que les gens qui habitent dans les zones les plus proches du trafic, les plus denses, sont parfois les gens aux revenus les plus élevés, parce que le foncier dans l'hypercentre parisien est tellement élevé que seulement les gens qui ont des revenus élevés peuvent y accéder, sauf si c'est bien sûr le périphérique ou autour de la grande autoroute qui conduit ici à Bruxelles sur l'autoroute 1 ou l'autoroute du Sud. Mais c'est aussi un constat européen. Absolument. Les villes européennes connaissent Absolument. ce phénomène de cocktail de situations entre sa situation géographique, l'occupation territoriale et son statut socio-économique. Comme je le disais, la situation peut être contrastée d'une ville à l'autre. Typiquement, quand même, on retrouve la situation où les populations ayant des revenus plus modestes habitent au voisinage, soit du fait de l'industrie, soit du trafic automobile important de zones polluées. Ça, c'est une situation tout à fait classique, mais on trouve des situations inversées. Je citais Paris, je cite Rome également, l'hypercentre Rome, ou bien des situations intermédiaires. En France, par exemple, entre Strasbourg et Lyon, on a deux situations où l'hypercentre est plutôt occupé par des gens ayant des revenus intermédiaires, ingénieurs, cadres, employés et qualifiés, alors que les gens riches habitent plutôt en zone périphérique, l'Ouest, dans les deux cas d'ailleurs en l'occurrence, et les populations plus ouvrières sont pas forcément en situation la plus exposée. Donc ce sont les catégories intermédiaires qui seront, dans ces deux exemples que je cite, plus exposées aux polluants liés au trafic automobile. Alors on parle d'exposition, quels sont les risques pour la les santé risques et quels sont les risques de démontrés. mortalité? Les risques sont démontrés. Il y a très peu de domaines de l'environnement qui aient fait l'objet de tant de littérature scientifique. C'est des milliers de données de la littérature, donc on n'est pas dans le doute, on est dans la certitude. Il y a encore des travaux mettant en lumière des effets qui sont aujourd'hui assez, perturbants sur l'issue de grossesse, sur les troubles du développement neurocognitif. Mais s'agissant des maladies respiratoires, du risque d'infarctus, du risque d'accident vasculaire cérébral, c'est de cela dont on meurt en premier lieu. À peu près 40-60% des décès, c'est cardiovasculaire. C'est contre-intuitif. On pense que la pollution atmosphérique, c'est les poumons. Ça passe par les poumons, bien entendu, mais ça provoque le cancer du poumon. Mais l'essentiel des décès sont d'ordre cardiovasculaire du fait de réactions biologiques
qui font intervenir le foie. Donc c'est plus complexe. Eh bien ça, la mortalité et donc l'espérance de vie, l'asthme, les bronchites chroniques, tout ceci est associé à la pollution atmosphérique de manière absolument démontrée. Alors vous avez mis en évidence aussi que l'effet cumulatif de l'exposition pendant des années à différents polluants augmente le risque de mortalité. Absolument. La pollution atmosphérique prise de manière isolée peut aboutir à une situation étonnante où, reprenons le cas de ces villes où ce sont des catégories plus favorisées qui habitent les zones les plus proches du trafic, donc au niveau d'exposition plus élevé, ce ne sont pas pour autant ces personnes qui décéderont le plus liées à la pollution atmosphérique. D'abord parce qu'elles ont peut-être des logements mieux protégés de la pollution extérieure. Aussi parce que si elles ont des revenus élevés, elles pourront le week-end partir dans leur résidence secondaire en Normandie, si je prends l'exemple de Paris, ou partir pendant l'été à la montagne ou dans un endroit. Donc en termes de cumul d'exposition sur leur vie complète, ils n'auront pas nécessairement des niveaux les plus élevés en moyenne. Mais par ailleurs, leur activité professionnelle sera probablement moins exposée à d'autres sources de nuisances. Ils ont aussi des comportements. Alors on dit individuel, mais en réalité très socialement déterminé, très influencé. Tabagisme, mode alimentaire, exercice physique, consommation médicale préventive, relativement précoce, alors que l'inverse est vrai dans des populations ayant des profils socio-économiques plus défavorisés. Tabagisme plus important, sédentarité, obésité, consommation alimentaire sans doute beaucoup moins équilibrée sur le plan nutritionnel. Bon, le constat est posé, est évident. Constat scientifique, constat de santé. Que pensent les politiques? Comment agir pour que les politiques se transforment et changent et prennent les choses en main? Bien entendu, il faut rendre ces données accessibles et que l'évidence scientifique soit à ce point forte et convergente qu'il soit difficile de la contester, parce qu'il y a toujours un courant de contestation instrumentalisé parfois qui vise à retarder toute décision. Donc il faut consolider les données scientifiques. Par ailleurs, le porter à connaissance des élus ne peut pas se faire par les revues scientifiques. Il se fait par des comités d'experts, il se fait par la présence dans un certain nombre d'instances qui conseillent les politiques. Mais ça ne suffira pas. Il faut aussi que les citoyens, au travers de ces organisations, de ces associations, prennent également connaissance de ces travaux, d'une manière vulgarisée, pour ensuite en faire un élément de l'agenda politique et qu'elles fassent pression sur les élus, leurs élus, pour que les décisions soient prises. Alors évidemment, après, il y a quelles sont les visions de philosophie politique des différentes familles politiques qui existent sur un territoire, et ça, c'est la politique dans son beau sens et profond sens du terme. La santé environnementale ne fait pas d'abord partie des préoccupations politiques? La pression de l'opinion publique est croissante sur ces sujets. Paradoxalement d'ailleurs, elle est plus importante aujourd'hui alors que malgré tout, la situation est meilleure qu'il y a 30 ou 50 ans de nos parents, arrière-grands-parents, mais parce que la donnée scientifique est là, parce que le niveau d'instruction de la population fait qu'ils ont accès plus facilement à ces informations. On ne va pas leur vendre des choses en disant « rassurez-vous, dormez tranquille, on s'occupe de vous et on s'occupe des choses sérieuses ». Aujourd'hui, chacun a accès à la connaissance, veut contribuer à la prise de décision, faire pression, et donc les motivations à agir sont plus importantes aujourd'hui.